Johan Riant, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du club Alter Ego. Nous nous sommes rencontrés lors du colloque Ensemble, faisons équipe contre les discriminations dans et par le sport, organisé par la ville de Nancy au mois de mai. Tout à fait. Et à cette occasion, nous avons convenu de nous rencontrer pour que vous nous présentiez votre club Alter Ego. Nous présenter l'association, ses changements, ses orientations. Et à ce sujet, heureux anniversaire. Mais oui, 8 ans aujourd'hui, donc ça fait bizarre. On se rappelle forcément les débuts, les souvenirs, et on regarde un peu tout ça avec beaucoup de recul et beaucoup de nostalgie aussi. Pour présenter, en fait, l'association est née en 2002, le 31 octobre. Et au départ, c'était la première association donc lesbienne, gay, bi-trans du département. On s'était monté donc avec une petite équipe au début, et puis l'association a évolué en rajoutant au fil du temps, au fil des adhérents, des personnes qui nous ont rejoints, d'autres motifs de discrimination. On a travaillé ensuite sur le féminisme, le racisme, et en 2007, nous avons à ce moment-là décidé de travailler contre toute forme de discrimination. Et vous êtes devenu un club de réflexion à ce moment-là. Ça s'est imposé à vous. Ça s'est imposé 2 ans après, en fait, en 2009, donc déjà il y a un an. Du simple fait que la réflexion LGBT, ça remonte un peu fin des années 90 aux États-Unis, donc ça fait techniquement un peu plus de 10 ans qu'on fonctionne sur les mêmes mécanismes de réflexion contre les discriminations, sur une base un peu communautariste au final, et on a décidé, nous, de se poser la question pourquoi on utilise tel terme pour parler de telle discrimination. Et on a plus cette réflexion citoyenne à parler de lutte pour l'égalité des droits, ce qui est le sous-titre justement du club de réflexion, qu'il était déjà en 2007 comme sous-titre de l'association à l'époque, parce qu'on a simplement l'impression qu'on est arrivé à la fin d'un cycle dans la manière de faire, et on pose par notre réflexion, par nos débats, nos discussions, les jalons pour fonctionner autrement et différemment. Et tous ensemble. Tous ensemble, oui. Bien. Donc le gros de votre activité se situe par des réunions, des réunions de travail entre vous? On a beaucoup de réunions de travail parce que le club comporte 5 commissions thématiques, voilà, comme l'égalité des droits, histoire déportation. On travaille également donc sur la commission médias pour savoir comment on fait passer notre message à l'extérieur, débat, discours et conférences aussi. Donc celle-ci qui cadre donc tous les discours extérieurs, et la petite dernière née, donc la commission juridique, donc née l'année dernière pour le traitement juridique des dossiers qui nous sont confiés. Et qui doit représenter un travail énorme en ce moment. Un travail énorme cette année. On a eu plus d'agressions et de dossiers juridiques à traiter cette année que les 8 dernières années, finalement, quand on fait le cumul. Donc oui, c'est bien dû au fait qu'il y a plus de discrimination et d'agressions physiques ou verbales, où elles sont plus dénoncées? Il y a, je pense, une juxtaposition des deux. C'est-à-dire que, oui, en ce moment, on est dans une période qui est facile pour personne, où tout le monde a un peu peur du lendemain, en fait. On ne sait pas trop où on va. Donc oui, il y a cette tendance au conservatisme, au repli sur soi, qui fait que l'acceptation de l'autre est moins aisée. Et oui, aussi, il y a le fait que les victimes parlent plus facilement aussi des discriminations dont elles sont l'objet. Et du coup, évidemment, ça grossit les chiffres également. Oui, c'est une bonne chose qu'elle puisse s'exprimer. C'est une très bonne chose, oui. Et pour elle et pour la société. C'est dommage que ça n'ait pas été fait plus tôt. Oui, le chemin est long. Très long. Vous venez d'avoir une assemblée générale en octobre. Vous pouvez nous en dire 2 mots? En fait, c'était le week-end dernier, tout simplement. Donc, on a renouvelé, comme ça se fait annuellement et statutairement, les équipes de l'association. Donc, on a retrouvé un nouveau trésorier, qui est le vice-président Lorraine, qui quitte du coup le secrétariat, qui est confié à une nouvelle adhérente, voilà, qui, elle, est en charge maintenant de toute la politique rédactionnelle de l'association, de correction des documents. Et on est vraiment très content de la recevoir dans notre équipe. Elle est jeune, elle est dynamique, elle a plein d'idées, et c'est un vrai plaisir de l'avoir parmi nous. Donc vous avez un support de presse? On a un support de presse, donc c'est le magazine La Lumière qui a vu le jour donc il y a un an. Voilà.
et qui en fait prend le relais de l'ancien magazine de l'association Le Phare, auquel on a mis un terme, parce qu'on voulait un magazine qui traite des inégalités, de l'actualité des inégalités dans la société. Donc changement rédactionnel, on avait le choix, soit de rester sur ce qu'on avait avant, soit innover et faire totalement autre chose. Et du coup, la lumière a vu le jour. Et Qu'à de le dire. effectivement. Et on a même été plus loin, c'est qu'on lui a attribué son propre site de communication. On peut retrouver les numéros en ligne, ainsi que des dépêches plusieurs fois par semaine. Ça dépend des périodes, parfois quotidiennes, sur l'analyse donc sociétale des inégalités qui touchent tout le monde au quotidien. On peut peut-être revenir 2 minutes sur la trame législative qui touche le domaine de la discrimination. En juillet 82 seulement, l'homosexualité n'est plus un délit en France. C'était la demande de Robert Badinter, alors ministre de la Justice, que cette loi a été promulguée. De ce fait, l'homosexualité n'était plus un délit. En même temps, le délit n'était plus condamné depuis quelque temps. Voilà. Donc, il y avait eu une évolution qui s'était faite dans la société et il y avait un retard législatif sur le domaine. Qui a été formalisé à ce moment-là, mais il fallait le faire. Il fallait oser le faire à l'époque. Il était temps. Il était temps. Malgré tout. Ensuite, 17 mai 93, l'homosexualité est définitivement rayée de la liste des maladies mentales par l'OMS et par tous les États signataires de la charte de l'OMS. Et le 17 mai... Ce qui est regrettable, c'est que la France ne l'ait pas fait en même temps, finalement, que la loi Badinter. Oui, en 82, il faut du temps ça aurait pour été tout. dans Voilà, la logique des choses. Voilà, ça confirme qu'il faut du temps pour tout. Tout à fait. Que la route sera encore longue. Et il y a encore beaucoup de travail. Et le 17 mai est devenu donc la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Tout à fait, depuis cette période-là. Ensuite, en 1999, il y a eu la promulgation du PAX, donc travail proposé par le sénateur Jean-Pierre Michel, entre autres, pour la première fois la reconnaissance des couples homosexuels. Est-ce qu'il y a eu des avancées notoires constatées à partir de ce moment-là? La loi elle-même a avancé. Ne serait-ce que dans le cadre légal de transmission donc, des biens suite à un décès notamment. Donc on est en train de se rapprocher sur ce point législatif des couples mariés. Voilà. Et le plus gros succès finalement du PAX, c'est que même si c'était permettre avant toute chose aux couples de même sexe d'avoir une reconnaissance légale, c'est avant tout les couples hétérosexuels qui en bénéficient parce que les chiffres de l'année dernière montrent que 89,5% des PAX, pour être précis, ont été signés par des couples hétérosexuels. Donc voilà, l'interdiction du mariage en France reste une hypocrisie latente parce que ça ne changerait pas grand-chose en matière de statistiques. Tout à fait. Et au niveau du PAX, il y a eu aussi un aménagement, donc au niveau de la couverture sociale entre... Il y a eu de nombreux aménagements, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Parce qu'en fonction de certaines sociétés, on l'a vu en 2007, notamment au Crédit Agricole, qui n'avait pas reconnu les mêmes congés à un couple signataire d'un PAX qu'à un couple marié. Donc il y a toujours certaines inégalités sur lesquelles il faut se battre, oui. Mais au niveau de la maladie, c'est réglé, la couverture maladie est accordée. Au niveau juridique, au niveau légal, oui. Alors est-ce que toutes les entreprises l'appliquent après ? Ça reste encore un peu du cas par cas. En 2003, création de la HALD. Donc j'ai une déclaration de Jacques Chirac. Je vais en lire un extrait, si vous permettez. Bien sûr. La France n'est pas et ne sera jamais une juxtaposition de communautés avec ses rivalités et ses antagonismes. Dans notre République, respectueuse de toutes les diversités, mais République une et indivisible, nul au motif de ses racines ou de ses croyances n'est fondé à se prévaloir, pour lui ou sa communauté, de droits particuliers, à s'exonérer de devoirs qui s'imposent à tous, à réclamer pour sa propre communauté quelque chose qui ne soit pas légitime pour l'ensemble de ses compatriotes. L'État ne s'adresse pas à des communautés, mais à des citoyens. Notre seule communauté, ne l'oublions jamais, c'est la communauté nationale, etc. On parle ensuite de la République laïque. Alors, le navire de la HALD, à votre avis, il tangue, il chavire, c'est le naufrage?
Nous, on a eu peu d'occasions à l'heure actuelle de travailler avec la HALD. La seule fois où on a vraiment voulu les saisir, on nous a déjà dit il y a déjà un avocat qui gère ce dossier, on ne peut rien faire pour vous. On a toujours des rapports bien pensés, politiquement corrects, qui traitent de l'ensemble des discriminations. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, certaines voix s'élèvent par rapport à certains travers communautaristes que défendrait la HALD, ce qui est finalement loin du discours de Jacques Chirac, qui est exemplaire dans le genre, hein, que j'aurais pu écrire moi-même, ça me correspond parfaitement pour le coup. Et c'est vrai qu'on a l'impression que malgré la position un peu officielle, on a plus un traitement communautaire de certaines discriminations plutôt qu'il y a une réflexion pour l'intérêt général. Bien. Très bien. Ensuite, en 2006, Lionel Jospin a demandé la reconnaissance des persécutions envers les homosexuels sous l'occupation. C'était aussi quelque chose de vraiment souhaité par votre association. Et vous étiez déjà dans ce domaine. On a été dans ce domaine dès la création, on va dire, de l'association. Dès avril 2003, on a tenté de faire changer les choses, 2003-2004, sans succès à l'époque. Pas forcément dû à la préfecture, mais plutôt aux autres associations qui refusaient de nous intégrer dans ce processus de réflexion. Il aurait fallu attendre 2007, fin 2007, début 2008, pour rentrer vraiment dans le processus. Officiellement, enfin. Notre position a toujours été que ce sont des cérémonies républicaines et qu'à ce titre, tous les motifs de discrimination doivent être traités de la même manière, mais que l'on n'a pas à en mettre un en avant plus qu'un autre. Donc oui, c'est vrai, il y a eu des persécutions plus grandes sur certains motifs de discrimination. C'est vrai, personne ne le nie. Mais rentrer dans cette question de chiffres, finalement, est assez glauque, à dire il y a eu plus de juifs massacrés que d'homosexuels ou que de tziganes. C'est vraiment glauque d'avoir cette réflexion-là, qui est une réflexion finalement très communautaire aussi. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Nous, on n'a eu qu'une seule demande, c'était, dès notre arrivée, c'était une gerbe unique, pour une cérémonie unique, tous rassemblés pour porter ensemble le devoir de mémoire. Ça a toujours été notre position, une position qui a été entendue enfin en 2008. Donc il nous aura fallu 1 an pour être entendu par la préfecture sur cette question-là. Et d'ailleurs, je salue l'ancien préfet qui a fait un travail exceptionnel à l'époque, voilà, qui a été repris par son successeur d'ailleurs. Donc les rapports sont très bons. Mais il reste toujours dans les associations homosexuelles notamment des voix dissidentes qui demandent à ce qu'une plaque spécifique soit mise parce qu'ils jugent que la déportation homosexuelle n'est pas assez portée. Nous, on a eu un discours très clair. On préfère qu'aucun motif de discrimination soit cité plutôt que d'en citer certains et pas d'autres. Qu'il y eut une plaque générique éventuellement sur le monument qui rappelle tous les triangles motifs de déportation, oui. Qu'il y ait une plaque spécifique, non. C'est bien dit. C'est notre position. On est pour l'unité citoyenne. C'est une cérémonie républicaine à partir de là. Oui. Et il n'y a pas à apporter, comme le disait Jacques Chirac d'ailleurs dans son discours de la HALD, à apporter des intérêts communautaires spécifiques. Nous, notre seule vision, c'est l'intérêt général. Bien. Et quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis la promulgation de ces différentes lois ? Une évolution, évidemment, dans la vie, au quotidien, bien évidemment, mais aussi, depuis 2-3 ans, un climat qui est de plus en plus dur, où les pires réactionnaires reviennent sur le devant de la scène, où les intégristes sont bel et bien là, en forme, et sont bien décidés de faire payer ces évolutions. Et on a une hiérarchisation des discriminations qui a été réinstaurée en 2007, et qui avait été annulée d'ailleurs par Jacques Chirac en 2004. Donc un repli, justement, où c'est pas pour mettre en avant, mais c'est les homosexuels qui sont, une fois de plus, les moins protégés. Le féminisme, le racisme, on le traitera, il n'y a pas de problème. On ne demandera jamais à une femme, finalement, de justifier qu'elle a été discriminée parce qu'elle est une femme. On ne demandera pas à un jeune métis de justifier qu'il a été victime de racisme à cause de sa couleur de peau. Mais un homosexuel, comment le prouver surtout que tous ne ressemblent pas à la caricature de la cage aux folles. Donc c'est aux homosexuels de prouver qu'ils ont été victimes, ce qu'on ne demande pas aux autres motifs. Donc c'est beaucoup plus difficile.
Et justement, on va peut-être parler de l'actualité dans les affaires de discrimination. Actuellement, aujourd'hui même, le groupe Section d'Assaut aurait dû se produire à Nancy. Oui. Bon, ça a été annulé par les organisateurs. Alors, vous avez une position particulière par rapport au fait déjà que ça a été programmé? Ben, nous, notre réaction a été rapide. Je veux dire, quand on a appris ce concert-là, on se souvient déjà d'un concert il y a quelque temps qui avait été annulé suite aux pressions des associations. C'était, je ne me souviens plus du nom de l'artiste, un groupe de reggae. Et en fait, on avait l'impression que pour le coup, l'autre canal réitérait finalement cette programmation. Et pour nous, on a simplement sorti un communiqué en disant mais quelle est l'éthique finalement de cette salle de concert, mais pas seulement. On a accusé toutes les salles de concert, les maisons de disques, les producteurs de produire artistes, parce que pour nous c'est inadmissible. On trouve inacceptable qu'aujourd'hui on enregistre des textes pour les protéger, notamment à la SACEM, et qu'il n'y eut pas à ce moment-là une sonnette d'alarme en disant attention, ces textes sont racistes, sexistes, homophobes. Il n'y a même pas une sonnette d'alarme qui est tirée à ce moment-là. Donc déjà là pour nous, c'est totalement inacceptable. Deuxièmement, il y a quand même le fait que ces groupes existent, c'est bien qu'il y ait notamment des radios pour les programmer. Énergie s'est désengagé d'ailleurs de la programmation de Section d'Assaut. Et ça, on peut le saluer, mais ils les ont bien financés au départ. Il y a bien Sony Music France qui continue à garder ce groupe sous contrat et qui continue à produire et à vendre leurs CD. Il y a bien une maison de